Toutes les personnes qui peuvent nous écouter, mais punaise, si je peux vous donner un conseil, parce que vous avez quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez réaliser depuis même votre plus tendre enfance. Et puis après, on se met dans des schémas de bah non, s'il y a le travail, il y a la famille, on a toujours des excuses. Et moi, c'est l'AVC qui m'a permis de... Parce que j'avais rangé ça dans un tiroir. Moi, j'avais vu l'arrivée de Delage. J'étais à l'armée à l'époque. Et moi, j'étais nageur déjà à l'époque. Et j'avais pas entendu parler de lui. Je vois cet homme qui arrive sur la Barbade. Ouais, il a traversé l'Atlantique à la nage. Wow, et moi, je me suis dit, c'est incroyable. Mais tout de suite, je me suis dit, ah, je vais faire ça moi aussi. Tout de suite. Et puis bah, après, j'ai mis ça dans un tiroir. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas ouvert le tiroir, c'est la commode qui a explosé. Et j'ai dit, ouais, c'est bon, hein, c'est bon, faut y aller parce que sinon, si j'y vais pas là, j'irai jamais. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Dans cet épisode, je vous propose une discussion avec un survivant d'un double AVC qui a une niaque de fou, un battant qui vous entraîne dans le sillage de son énergie que rien n'arrête et qui surtout veut emporter avec lui tous ceux qui ont subi un AVC pour leur souffler « Oui, c'est possible, toi aussi tu peux le faire, viens on y va ». Bref, un épisode qui fait vraiment du bien. Les amis, j'ai le plaisir de vous présenter Fabien Leroux. Avant de démarrer, un immense merci à mes sponsors, 2 messages courts mais pleins de sens et on part à l'aventure. L'aventure, oui, mais mal équipée, c'est pas le pied. Une veste qui se transforme en piscine, une tente qui joue les filles de l'air ou des chaussures qui n'assurent pas votre sécurité, il y a des mésaventures sans intérêt qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'un bon conseil peut faire toute la différence, évitez les galères et faites-vous conseiller par des experts. Ils vous attendent en magasin et sur iceadventure.com. Ice Adventure, adventure is everywhere. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans ma banque, on peut encore avoir un vrai interlocuteur en ligne qui vous connaît et qui est toujours prêt à vous écouter. Dingue, non ? Chez CPH, ils s'intéressent réellement à mes projets. En plus, CPH est une banque coopérative qui soutient exclusivement l'économie locale. Et savoir que mon épargne aide l'économie de ma région, c'est important pour moi. CPH, de loin la banque la plus proche. Fabien Leroux n'est pas une histoire comme je vous en présente tous les jours. Août 2024, un petit message, un certain Fabien Leroux se présente, on prévoit d'enregistrer, mais bien plus tard, vu que ma saison était complète, je le recontacte 3 mois plus tard, et je lis en réponse le 21/11 « Bonjour Anne B, je vais bien merci, contactez-moi quand vous voulez, je viens de me faire opérer du cœur le 28 novembre, je vais nager 12 heures non-stop pour le Téléthon. » Voilà, ça vous campe un peu le personnage, le ton est donné. La résilience est donc le maître mot pour Fabien, nageur, apnéiste, hockeyeur subaquatique, là Fabien, faudra que tu m'expliques, qui avait prévu donc un matin pas si beau que ça, de traverser l'Atlantique à la nage. C'est une histoire de la nature qui aura toujours le dernier mot, et c'est pour cela qu'elle est belle. Et c'est l'histoire aussi de notre nature à nous, sur laquelle par contre nous pouvons avoir un impact déterminant. Alors si j'ai envie de vous mettre cette histoire entre les oreilles, c'est qu'il me tient à cœur de parler de ces aventures souvent méprisées par les médias, celles qui n'ont pas tous les critères de la réussite pour le grand public, et pourtant il s'y cache des perles. Bonjour Fabien Leroux. Bonjour Anne B. Eh bien écoute, je crois que pour commencer, Valentine va ouvrir le bal parce que c'est vraiment la première question qu'on se pose. Bonjour Fabien, pourquoi as-tu envie de traverser l'Atlantique à la nage ? Donc justement, on va parler de ce grand projet que tu as eu et d'ailleurs entamé, et on va parler de tout le développement autour de ça. Bien sûr. Eh ben, pour te répondre à ta question, donc déjà, moi, ça me fait plaisir que ce soit des enfants, parce que c'est vrai que mon projet, il a été beaucoup lié avec les enfants. En fait, suite à un premier AVC, je décide dans mon lit d'hôpital que je vais traverser l'Atlantique à la nage. Donc, tu imagines ma famille, mes enfants, parce que j'ai des enfants également.
qui me disait mais papa c'est fou, il faut pas faire ça. Et aujourd'hui moi je suis un amoureux de la mer. Je suis né au bord de la mer, à Guérande précisément. Et pour moi, l'océan m'a bercé depuis ma plus tendre enfance. J'ai Tu as perdu su nager avant de marcher, on va dire. Ouais, exactement, exactement. Je pense que mon père a dû me jeter dans l'eau. Et puis après, je me suis débrouillé. Et ça a vraiment été une communion très spéciale et un lieu où je pouvais me retrouver à n'importe quel moment et je me sentais bien. C'était vraiment une communion très importante avec l'océan. Alors je me suis dit, moi, à mon petit niveau, tout petit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour protéger et pour pouvoir préserver l'océan? Parce que t'es petite, c'est vraiment chouette d'entendre des enfants parler parce que moi, qui ai des enfants également, je me dis, mais comme héritage, qu'est-ce que nous allons laisser comme planète à nos enfants? Puisque si on regarde la pollution plastique, si on parle juste de ça, dans les océans, elle est omniprésente. Et quand je vais dans des classes d'école, je leur explique, et c'est très facile, que un camion poubelle rempli de plastique ne pourrait pas rentrer dans leur classe, mais pourtant, il y a un camion poubelle qui se déverse chaque minute. Et un enfant, lui, il comprend tout de suite. Très, très bien. Il se dit, ah ben non, mais ça veut dire que toute cette pollution, les mammifères marins, les poissons, tout ça, ils vont être impactés par notre surconsommation. Et l'idée, pour répondre à la question, c'était, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut traverser un océan? C'est fou. Et moi, je ne voulais pas avoir la lumière sur moi, je voulais qu'on fasse la lumière sur l'océan. Pour que vraiment les gens se rendent compte de la beauté de l'océan, de sa force, mais aussi de sa fragilité, liée forcément, malheureusement, à l'homme. Mais pour moi, c'était important de pouvoir le mettre au devant de la scène pour expliquer que c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut inverser la vapeur. Voilà, ouais, c'est pour ça que ça m'énerve toujours un peu quand on dit oui, mais c'est les générations futures, c'est elles, non, bah, pour nous c'est trop tard. Non, 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 attendez. On va encore leur faire des courses pendant au moins 10 ans avant qu'ils puissent les faire eux-mêmes, Bien avec sûr. plein de plastique. Donc non, 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 ça nous concerne aussi, quel que soit notre âge. Donc je suis pas tout à fait d'accord qu'on remette toujours tout sur le dos des enfants, qui heureusement éduquent leurs parents parfois. Oui, Mais attends, maman, on a trop de plastique dans notre poubelle. Donc ça c'est bien. Donc j'espère que la sensibilisation, c'est souvent comme dans ce sens-là que ça fonctionne aussi, hein, donc mais on va donc parler de la jeunesse de tout ça. Donc c'est pour ça que je disais que tu avais prévu un matin pas si beau que ça de traverser l'Atlantique parce que c'était avec ton AVC que tu as pris cette décision en fait. oui. D'où il vient cet AVC? Parce que tu n'étais pas vraiment du type extra-sédentaire. Non, pas du tout. Non. J'étais acheteur à Bruxelles à l'époque. Donc pour moi, c'était une vie à 100 à l'heure. Le travail, c'est la santé. Donc aucun problème de ce côté-là. Et oui, un matin, je rentre en voiture chez moi. J'étais parti de Bruxelles, de Zelig, plus précisément, là où était mon bureau. Et arrivé très proche de la maison, j'ai senti des fourmis dans mon visage et puis c'est descendu et j'ai été paralysé de tout le côté droit, sans savoir ce que c'était réellement, parce que pour moi, c'était des crampes un peu bizarres, mais j'aurais jamais mis ça sur le dos d'un AVC. Et c'est quand je suis arrivé à l'hôpital que on m'a expliqué que non, non, monsieur, vous avez un AVC, c'est grave, et il faut vous arrêter tout de suite. Mhm. Alors le neurologue me parlait de 6 mois. Alors 6 mois, donc, pour quelqu'un qui, justement, n'est pas du tout sédentaire et qui plutôt est toujours en mouvement, toujours à avoir des projets dans l'action, forcément, ça a résonné en moi avec une réponse, mais directe. Non. Il n'y avait pas possibilité pour moi de m'arrêter. Je lui dis, mais donnez-moi le minimum, comme si je pouvais avoir un impact sur un contrat sur ma santé. Je dis non, non, mais donnez-moi le minimum. On commence peut-être par 15 jours, et puis on voit si... Et en fait,
J'ai réussi à négocier 1 mois parce qu'en fait, ils étaient très contents que je parte de l'hôpital. Parce qu'à 2 heures du matin, je courais dans les couloirs de la neurologie avec mes fils qui pendaient et je faisais des footings. Donc, ils étaient très, très contents de me voir partir. Vraiment. Vraiment. Ils se sont dit, non, mais oui, oui, au revoir. Merci. Revenez pas surtout, hein, mais, ou pas ici en tout cas. Dans un autre, mais pas ici. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dans le Baxter pour que tu aies envie de courir à 2h du matin? Et parce que c'était un véritable combat pour moi. Un combat de gladiateur. Je ne supportais pas mon état. J'étais paralysé de tout le côté droit. J'étais dans mon lit et pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je me remue et je suis comme ça. Et alors, moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai pratiqué ma propre médecine. Bouger. Et ça a marché. Ça a marché puisque 15 jours après, donc je suis sorti 5 jours après être rentré à l'hôpital. Et 15 jours après, j'avais tout récupéré. J'ai toute la mobilité de ma main droite. Je n'ai pas la sensibilité du bout des doigts. Mais sinon, j'ai tout récupéré. Il faut savoir quand même que quand je suis rentré, je parlais comme si j'étais sous. C'est-à-dire dans ma tête, ça allait toujours aussi vite. Mais quand ça sortait au niveau de ma bouche, c'était une catastrophe. Donc c'était vraiment traumatisant. Et je ne voulais pas rester comme ça. Ouais. Et la parole, elle est revenue après combien de temps? Ben, en fait, je faisais 1 heure de diction devant la glace tous les jours. Alors, pas pour me regarder, hein. Je ressemble pas à Brad Pitt, mais c'était vraiment parce que moi, c'est un métier de bouche. J'ai besoin de parler, de communiquer. À l'époque, j'étais acheteur à Bruxelles, comme je te disais. Et donc, pour moi, c'était essentiel de pouvoir communiquer avec mes fournisseurs, avec mes collaborateurs. Donc, il était hors de question qu'on ne me comprenne pas. Donc, j'ai commencé la rééducation tout seul, très vite, parce que je voulais vraiment sortir de cet état dans lequel j'étais. Oui, bah oui. Et revenir en Belgique, quoi. Hein, et je comprends. Bah oui, c'est ça. On revient aux sources. Et alors, ton aventure, du coup, elle avait été inspirée par... tu avais vu quelqu'un, hein, c'est ça qui t'avait Oui, donné l'idée, hein, le oui. premier qui l'avait fait. Hein. Guy Delage. Guy Voilà. Delage, qui est un aventurier incroyable. Et c'est vrai il m'a invité à passer 3 jours chez lui. Ça a été vraiment 3 jours vraiment merveilleux pour moi parce que je le rencontre que seulement quelques mois avant de partir pour mon aventure. J'aurais aimé l'avoir au tout début parce que c'est vrai c'est une personne qui est un marin à la base. Moi, je ne le suis pas. Donc, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils avisés. Mon bateau était déjà construit. C'est vrai qu'on a essayé de modifier certaines choses suite à cette rencontre. Malheureusement, pas suffisamment. Mais une personne, oui, qui a traversé l'Atlantique. Alors lui, il était parti du Cap-Vert pour aller jusqu'à la Barbade. Et moi, je partais du Cap-Vert pour aller à la Martinique. Moi, je voulais arriver sur un territoire français parce que je voulais continuer ce que j'avais initié dans la Genèse, qui était de voir des enfants, d'aller dans les écoles. D'ailleurs, j'avais 800 petits ambassadeurs qui étaient... leurs prénoms étaient inscrits sur mon radeau. Et le but, c'était de traverser l'Atlantique ensemble. D'accord. Et donc, tu as fait une très sérieuse préparation. Ça a dû bien... la préparation fait vraiment partie intégrante de l'aventure. Et c'est là, en fait, qu'on change sans doute le plus. Et puis après, tout ça est encore durci au fer de l'aventure. Mais ça t'a fait changer quoi dans ta vie, cette préparation? Cette préparation, en fait, elle est vraiment centrée, là, pour le coup, personnellement sur soi, parce qu'il faut être prêt physiquement. Il faut s'imaginer que traverser l'Atlantique à la nage, c'est 12 heures de nage par jour, sur 3 sessions de 4 heures, qui sont entrecoupées avec, il faut quand même alimenter la machine, prendre un petit peu de chocolat belge, et puis, forcément, c'était une évidence, et se reposer pour repartir. Parce que 12 heures par jour, c'est l'équivalent, en fait, d'une traversée de la Manche, qui est considérée comme
l'Everest de la natation, c'est considéré comme une traversée de la Manche par jour pendant 50 jours. Parce que la durée de mon odyssée dure 50 jours pour faire 4000 km. Donc forcément, il y a à la fois le body, mais il y a surtout le mindset. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu du 70-30. Si on n'est pas prêt dans sa tête, ça ne peut pas fonctionner. Moi, c'est réellement quand j'étais, et là je l'ai vu physiquement, quand j'étais alité dans mon lit d'hôpital, c'est ma tête qui a été le moteur. C'est lui qui m'a permis de pouvoir dire aux jambes, eh oh, faut se remuer un petit peu là, on y va parce que on va pas rester comme ça. Donc il y a à la fois ce travail physique, ce travail mental sur ce qu'on appelle le dépassement de soi, sur aussi l'auto-hypnose, puisque j'étais capable de pouvoir... j'ai vu un médecin pour ça qui m'a donné des leviers importants et je pouvais en l'espace de 2 minutes m'endormir pour 15 minutes sans réveil et avoir vraiment 15 minutes de sieste ou micro-sieste réparatrice. Vraiment, je pouvais ensuite redémarrer. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur la route de m'arrêter sur une aire de repos et de faire un petit somme et de repartir avec beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que sur ces 3 ans de préparation, parce que mon AVC arrive en 2018 et je pars le 20 décembre 2023. Donc il y a eu le Covid entre les deux, il y a eu des tas de choses qui ont fait que on était vraiment impactés. Mais c'est quand même, pour moi, 5 ans après mon accident cérébral, c'est 5 ans pour pouvoir démarrer, dont 3 ans vraiment d'entraînement intensif, de préparation avec la construction du bateau, avec la recherche de partenaires, les médias, etc. Donc ça a été vraiment une aventure qui m'a appris beaucoup de choses sur moi. J'étais déjà dans cette expectative de ne rien lâcher, jamais. Mais c'est vrai qu'elle m'a appris que c'est pas simple, c'est pas facile, il faut s'accrocher. J'en ai pris des portes, elles se sont beaucoup refermées. En fait, très peu de gens, beaucoup de personnes étaient enthousiastes sur le projet. Tout le monde pensait que c'était fou. Bon, l'idée de parler de la pollution plastique, de mettre les écoles, etc., tout ça, ça avait du sens. Mais dès qu'il faut mettre la main à la poche, parce que là, on parle de quelques centaines de milliers d'euros, c'est plus du tout pareil. Et c'est vraiment arrivé après le Covid. Je pense que j'aurais fait mon aventure avant, ça aurait été très certainement différent. D'accord. Tiens, tu parlais de leviers mentaux d'auto-hypnose pour t'aider dans tes phases de repos, etc. Tu peux donner un exemple? Parce que c'est toujours intéressant de partager les bons outils avec les auditeurs. Alors moi, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle de l'auto-hypnose avec un médecin. Je ne sais pas si je peux le citer, mais en tout cas, c'est une personne qui m'a ancré ces leviers en moi. Donc c'est pas juste de dire tiens, hop, je vais faire ça comme ça. Il faut une préparation. Il faut que toi, psychiquement, tu sois capable de recevoir ce qu'on te donne aussi. Parce que si tu luttes, ça peut pas marcher. Donc il faut être capable de pouvoir le recevoir, de se l'approprier. Et en fait, il te donne des techniques avec des gestes. Alors il y a beaucoup de techniques de relaxation, forcément, hein. Comme je suis apnéiste, c'est facile. Enfin, c'est plus facile en tout cas d'écouter son corps, parce qu'avec la respiration, tu es capable, même en période de stress intense. Moi, il me suffit de quelques secondes pour pouvoir me poser, de faire une technique de respiration et de pouvoir évacuer toute la pression qui peut être autour de soi.
Et Ouais, donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je trouve qu'il y a des outils. Les meilleurs outils sont gratuits. Donc tout le monde a ouais, envie d'acheter une poudre de perlimpinpin qui coûte 300 € la petite boîte. Et là, ouais, on se dit, ouais, ça va marcher. Mais on mm, dit non, juste respire comme ça si tu veux vraiment tomber en ordonnissement, des expirations plus longues que les inspirations. mm, Si tu veux juste revenir à une certaine équilibre, tu fais juste, voilà, par exemple, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, ou 7 d'après exactement. ta physiologie. Et ça va vraiment remettre le système sympathique et parasympathique en Ouais, équilibre. Et ça marche vraiment. Je veux dire, on ne peut pas dire à ton mm, cœur, bon, ok, je vais ralentir mon cœur. Non, mais la seule chose qu'on peut contrôler dans son corps, c'est la respiration. bien Donc sûr. c'est très très central. Donc j'invite ceux qui ont besoin ne savent pas méditer ou quoi. Il y a des petites applis comme Respirelax et des choses comme ça Ouais. qui aident simplement qui guident en fait, qui apprennent à faire ça. Et faire ça 3 fois par jour, ça peut vous changer la vie quand ça va pas, quand il y a trop de stress, quand on se sent débordé. Donc non, c'est des outils super puissants. Donc je suis très contente que tu les remettes en avant dans le podcast. Merci. Bien sûr, et c'est, comme tu le dis à juste titre, il ne faut pas être un champion d'apnée pour le faire. Tout le Mhm. monde peut le faire. Et on appelle ça la cohérence cardiaque, ce que tu viens de citer. En fait, tout à chacun peut le réaliser. Voilà, sans entraînement, je veux dire, Mm, vous les regardez juste après le podcast, c'est une appli ou ce que c'est, vous bien pouvez sûr, commencer, c'est bon, c'est parti, hein. ouais, Ouais, exactement. mm, super. Et donc toi, l'ancrage, alors, il t'avait quelque part, c'est en hypnose ou en Ouais, semi-hypnose qu'il a été ouais, t'ancrer en disant, voilà, des gestes ou des parties du corps exactement. qu'on touche pour pouvoir se Ouais, mettre dans cet exactement. état plus rapidement. Mhm. Exactement. Et moi, il suffisait que je fasse les gestes qu'il m'a appris, qu'il m'a donné, pour pouvoir Mhm. rentrer dans cette phase d'auto-hypnose. Et vraiment, c'était surprenant parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, à la base, dort beaucoup, ou en tout cas, je ne fais pas des nuits de 8 heures ou plus. Moi, c'est plutôt très court. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis vraiment de pouvoir me reposer. Parce qu'il y a des moments où moi, j'ai fait toute cette préparation en continuant de travailler. Donc, le matin, je me levais à 5h45, j'allais courir 50 minutes. Après, petit déjeuner, la journée commence de travail. Et puis, le soir, j'allais nager entre 2h30 et 3h tous les soirs, tous les jours. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, votre corps, c'est un marqueur. Dans le temps, il accuse une certaine fatigue et il faut lui donner des moments, des soupapes pour qu'il puisse, lui, se rétablir pour pouvoir durer longtemps. Ouais, tout à fait. Super. Euh, alors, il y a le déroulé de ton aventure. Donc, tu as cette barque aménagée Ouais, assez imposante ouais, qui avait voilà, tu voulais partir en autonomie, donc tu avais les vivres. Et alors, tu avais un système, parce que j'avais Rémi Camus, justement, que tu connais bien, qui m'a expliqué que sur sa traversée Calvi-Monaco, qu'il a réussi, mais il a dû réajuster. Il n'a pas pu le faire tout à fait sans assistance, parce que ouais. il est resté tout le temps sur sa plateforme, mais le guidage, effectivement, avec les courants, ça dérivait. Donc, toi, tu avais la parade à ça, avec un radeau avec des safrans et un espèce de pilote automatique qui n'allait, enfin, ça n'allait pas te tracter, mais ça allait en tout cas garder le cap, hein. C'était bien Exact- ça, ta exactement. En fait, technique. pourquoi je suis parti du Cap-Vert, comme beaucoup de voiliers qui veulent traverser l'Atlantique, souvent le point de départ est le Cap-Vert, parce que les alizés et le courant vont toujours vers l'ouest. Donc, ils vont naturellement pousser le bateau ou l'embarcation. Je jetterais un bouchon de liège au Cap-Vert, il se retrouverait de l'autre côté. C'est comme ça, et c'est vrai que mon embarcation, il n'y a pas de voile, pas de moteur, c'est vraiment une coque de noix, on va dire ça comme ça, mais qui est quand même bien équipée puisque j'ai des panneaux solaires, j'ai une éolienne pour avoir toute l'électricité à bord, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'ai un GPS, et ce GPS me permet d'avoir une connexion pour avoir un cap, et de pouvoir garder ce cap pour aller de l'autre côté. Parce que sinon, je vais vraiment au gré du vent et des courants. Et bien sûr, tu ne vas jamais tout droit. Donc, Mhm. le vent, il suffit qu'il te pousse un peu sur le côté et tu dois réajuster avec tes safrans. Alors, les safrans, pour tes auditeurs, auditrices, c'est comme un volant de voiture. Voilà. C'est ce qui te permet vraiment de donner la direction à ton bateau. Donc, c'est vraiment un organe
de ton embarcation qui est primordial. Et si le vent donc, te pousse sur le côté, avec les safrans, tu réajustes. Et en fait, tu vas faire ce qu'on appelle du zigzag. Alors moi, c'est pas très grave par rapport à un bateau. Tu vois, là, en ce moment, il y a les arrivées du Vendée Globe. Alors eux, c'est sûr qu'ils tracent. Moi, j'avance comme un escargot. En fait, moi, je ne cherche pas du tout la vitesse. Mon objectif, c'est d'arriver de l'autre côté. Donc, c'est vraiment important d'avoir en image que, alors, je suis parti effectivement sans assistance. Il n'y avait pas de bateau autour de moi parce que c'était une traversée en solitaire que j'avais décidée et on a fabriqué le bateau pour pouvoir le permettre, pour que je sois non seulement en autonomie complète au niveau de l'électricité, puisque j'avais ce qu'on appelle un désalinisateur à bord qui va transformer l'eau de mer en eau douce pour que je puisse la consommer, mais aussi pour que je puisse me laver. Mesdames, rassurez-vous, j'étais très propre. Et donc, Comme tu viens de Guérande, le sel que tu as évacué, là, tu l'as gardé au moins? Ouais, j'en ai gardé une partie. Le sel, c'est la vie, hein, faut pas tout enlever quand même. Et puis j'avais des vivres à bord pour pouvoir traverser. J'étais parti pour, on va dire, j'avais 60 jours de nourriture pour 50 jours de l'objectif de traverser. Mais si j'étais arrivé plus que 50 jours, c'était pas très grave. Mais il fallait quand même que j'ai la nourriture pour pouvoir subvenir à mes besoins sur toute l'aventure. Bonjour Fabien, est-ce que tu as eu très froid? Alors, Amandine, pour te répondre, je n'ai jamais eu froid. Et clairement, je suis parti au mois de décembre. Alors c'est vrai, quand on dit ça aux gens, le 20 décembre, mais le 20 décembre au Cap-Vert, tu es en t-shirt, short et tongs, ça va très bien. Et quand je suis parti, l'eau était à 20 degrés. Ah ouais. Donc moi, je suis un nageur en combinaison. Et quand je suis parti, j'avais simplement une combinaison sans manches parce que l'eau était vraiment très bonne. Je veux dire, la température était excellente. Alors par contre, c'est une question qui est intéressante dans le sens où même s'il fait bon, si tu nages pendant plusieurs heures, tu as quand même un élément qui arrive qui s'appelle la fatigue. Et la fatigue est un élément qui peut te donner froid. Et souvent, les personnes qui peuvent sortir de l'eau parce que ils sont dans cet état de fatigue, ils vont tout d'un coup être pris de frissons. C'est pas parce que l'eau a changé de température, mais c'est parce qu'eux, ils sont fatigués. Donc c'est pour ça que sur une traversée comme celle-ci, il faut prendre ce facteur-là vraiment de façon importante. Je nageais pendant 4 heures et je sortais de l'eau pour m'alimenter, pour pouvoir me réhydrater, puisque forcément, je dépense 7000 kilocalories jour, donc c'est énorme. Donc il faut vraiment mettre de l'huile dans le moteur, sinon on ne peut pas continuer. Ouais, tout à fait. Et donc, l'aventure, mais malheureusement, n'a pas été jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Elle a dû s'arrêter. C'est ça que je dis, c'est pas le genre de choses que les médias aiment bien mettre en avant. Et pourtant, je veux dire, c'était déjà l'aventure. Et ça fait du bien d'entendre parler aussi de tous ces efforts. Et parfois, ça mène pas à rien, mais à autre chose. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand je m'élance de San Pedro, c'est la plage de San Pedro, c'est un endroit où il y a des tortues qui sont maintenant plus pêchées par les pêcheurs, mais on leur donne à manger. Et les touristes sont invités à pouvoir nager parmi les tortues, donc ça c'est vraiment génial. Et l'emblème de notre association, Ocean Earth, c'est une tortue. C'est celle qui était aussi sur mon radeau. On avait une grosse tortue sur les flancs de mon bateau. Et donc je m'élance. Donc au démarrage, il y a encore un bateau de pêcheurs avec l'équipe de Stade 2 qui est à son bord pour faire les images. J'ai un ami qui prend aussi les photos et vidéos pour pouvoir alimenter nos réseaux puis les différentes personnes qui nous suivent. Et je commence à partir. Donc c'est vrai que ça souffle très très fort. Alors il fait très beau, hein. Je ne suis pas pris dans une tempête, mais je nage dans des creux de 4 mètres.
Donc moi, je fais 1,80 m, tu vois, 20 centimètres au-dessus de ma tête, ça fait deux petits baigneurs et ça fait 4 mètres. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Par moment, quand j'étais à bord, à l'arrière, sur la plateforme de mon bateau, et que je voyais cette vague arriver sur moi, je me disais, waouh, faut vite que je rentre à l'intérieur et que je ferme. Et en fait, mon bateau montait la vague et ensuite la redescendait. Donc c'était, euh, pour tout le monde qui écoute, 4 mètres de creux en pleine mer, c'est différent que 4 mètres au bord du rivage. Ça n'a rien à voir, parce que c'est quand même dilué en fait. Alors ça reste 4 mètres, hein, c'est toujours impressionnant, mais c'est quand même dilué. Donc j'avais pas du tout peur pour moi, j'avais peur plutôt pour mon bateau. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la puissance des vagues, elle a cassé mon premier safran, j'en avais 2, qui étaient à l'arrière de mon bateau, et qui me permettaient de pivoter et de prendre le bon cap. Et donc, premier safran qui casse, premier jour, deuxième safran, deuxième jour. Donc là, je me retrouve plus sous le vent, mais je me retrouve à dériver. Je continue de dériver, mais je suis on appelle ça je dérive en crabe. Donc je suis complètement en parallèle au vent. Donc forcément, le vent et le courant continuent de pousser mon embarcation, mais ne la pousse pas à la vitesse à laquelle moi je souhaitais naviguer. Et donc, j'avais prévu quand même beaucoup de choses. Et en cas de pépin, j'avais prévu ce qu'on appelle une aile de kite, comme les kitesurfers. Donc, elle est plus petite, elle fait 6 mètres carrés. C'est comme un espèce de grand cerf-volant. Et pour s'imaginer, je suis à la proue de mon bateau, qui fait 50 cm de large. D'accord ? J'ai une jambe qui pend de chaque côté. Et je suis avec mon aile dans des creux de 4 mètres pour la faire partir. C'est-à-dire que faire démarrer un cerf-volant sur une plage, ça doit être assez facile. La faire démarrer dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Donc, j'essaye tant bien que mal de pouvoir faire démarrer mon aile parce que l'aile ne va pas tracter mon bateau, mais elle va le remettre sous le vent et il va continuer dans la bonne direction. Donc, pour moi, c'est capital. Il faut absolument que je réussisse à la faire partir. Juste derrière ma tête, il y a mon éolienne. L'éolienne qui m'apporte du courant. Et puis vous imaginez, avec la puissance du vent, c'est une éolienne, les pales tournent à une vitesse impressionnante. D'ailleurs, je l'entends la nuit. Au début, c'est vraiment une adaptation parce que je n'entends que ce bruit-là. Puis après, on s'y habitue. Mais ça tourne très fort. Et il est arrivé un accident. Au moment où je fais partir mon aile, les pales de mon éolienne me frappent le bras droit. Et immédiatement, je regarde mon bras et j'ai 3 grosses entailles, dont 2 qui méritent des points de suture. Alors, je ne suis pas inquiet, parce que je me suis entraîné. J'ai appris avec mon médecin à faire des points de suture sur une cuisse de poulet. Mais sur sa table, qui, elle, ne bouge pas. Donc forcément, je me dis, ça va quand même être difficile de faire des points de suture, parce qu'il faut vraiment que je referme les plaies. Mais c'est des plaies qui sont profondes, ça saigne, mais il n'y a pas d'artère de toucher, donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Donc malgré la blessure, je continue d'essayer de lancer mon aile, parce que pour moi, je suis à l'avant de mon bateau et il faut que j'y arrive. Et après plusieurs tentatives, bien sûr, je ne réussis pas. Et donc, je rentre dans mon bateau et avec le téléphone satellitaire, en lien avec ma femme et mon médecin, on décide de mettre simplement des stéristrips. Donc, j'en mets plusieurs pour pouvoir vraiment refermer la plaie. Je mets un pansement étanche. J'avais vraiment une pharmacie, j'étais prêt. Il y avait tout à bord et de ce fait, je pouvais me retrouver à l'eau, ce n'était pas un problème. Alors, ce qui me fait arrêter l'aventure, parce que tout le monde pourrait croire, bah oui, il est blessé, donc forcément, il faut appuyer sur la balise de détresse, et puis voilà, l'aventure s'arrête.
c'est pas ça en fait. C'est pas la blessure et c'est pas moi où je me sens en danger. Je me suis préparé pour cette aventure. C'est l'aventure d'une vie. C'est l'aventure qui m'a permis de sortir de mon lit d'hôpital et dans l'état dans lequel j'étais. Donc pour moi, ça représente beaucoup de choses, énormément de choses. Ce qui me fait prendre la décision d'appuyer sur la balise, c'est que je fais très vite mes calculs. À cette vitesse, de toute façon, je vais aller de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, c'est comme un bouchon liège, je vais aller de l'autre côté. Par contre, je ne sais pas où je vais arriver. Ça, c'est le problème. Et là, on est au début de l'aventure. Imaginez 5 ans de préparation, 5 jours en mer. Ça, c'est un élément qui pour moi, me marquera toute ma vie. Mais ce qui me fait prendre la décision, c'est que je fais mes calculs et je sais que je n'aurai pas assez de vivres pour aller de l'autre côté. Alors, j'ai suffisamment, j'ai ce qu'il faut à bord pour pouvoir boire. Donc, j'aurai toujours de l'eau avec mon dessalinisateur, aucun problème. Mais par contre, je n'aurai pas assez d'alimentation. Alors, j'avais pris un harpon avec lequel je chasse depuis l'âge de 14 ans. J'avais pris un harpon parce que je m'étais dit, si vraiment je suis en panne de nourriture, j'irai pêcher. Et puis, j'aime bien les sushis, donc ce sera pareil. Hein. Ce sera pas un problème. Ce sera peut-être coupé pas assez avec autant de finesse. T'avais pris la sauce soja aussi alors parce que... J'avais pas de sauce soja, mais bon, j'avais quand même tout ce qu'il fallait à bord pour pouvoir le faire. Maintenant, je suis au début de mon aventure. Je ne sais pas ce qui va arriver pour les 45 jours qui vont suivre. Non, en fait, pas 45, puisque là, je vais doubler la mise. Puisque là, je n'arrive plus sur 50 jours. Là, je vais arriver sur beaucoup plus que 60 jours. Et donc, forcément, ce n'est pas la blessure qui me fait stopper, mais c'est vraiment le fait de me dire, Fabien, si tu veux repartir, il faut revenir. Parce que sinon, tu ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain. Et quand vous êtes en pleine mer, vous êtes seul au monde. Ces 5 jours-là ont été des jours incroyables. J'ai vécu le marqueur de temps, c'était le lever et le coucher du soleil. C'était juste fantastique. Il n'y avait pas un bateau, il n'y avait pas une côte. J'étais tout seul dans cette immensité bleue. Et c'est des images qui restent dans ma tête qui sont juste incroyables. Donc, il y a pas d'échec. Et pour avoir un véritable succès, on ne peut pas avoir de véritable succès réellement, à mon sens, sans échec. Ou sans épreuve. Ou sans épreuve de la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est sûr, comme tu le dis, les médias... sportif ou quel qu'il soit, ce qu'on veut, c'est le premier. Il est sur le podium, c'est fantastique, etc. Mais il vaut mieux être beaucoup plus sage et plutôt s'imaginer que regarder le chemin et pas forcément la finalité. Parce que pendant toutes ces années de préparation, j'ai tellement appris, j'ai rencontré des gens incroyables, formidables, qui m'ont aidé. Et je me souviens d'un de mes constructeurs qui est un navigateur. Et il m'a dit, Fabien, tu sais, tu peux être fier de toi parce que ton projet, tu l'as mené jusqu'au bout. Beaucoup ont un projet, mais ne partent pas. Toi, tu es parti. Tu es parti, tu as fait ton aventure, mais tu sais, c'est comme un navigateur qui fait le Vendée Globe avec un bateau, c'est une Formule 1. Et puis, dès le premier jour, il démate. Et son aventure, elle est stoppée. Et pourtant, voilà, Yannick Verstappen avait dématé son tout premier Vendée Globe, hein, tout de suite, quoi. Une grosse déception. Bien sûr. Ici, malheureusement, il est à nouveau cassé. Heureusement qu'il a réussi à gagner le Vendée Globe une fois. Comme ça. Exactement. Mais oui, il y a beaucoup d'échecs derrière une victoire, oui, bien sûr. Complètement. Hein. Donc c'est vrai que c'était... je suis remorqué donc une fois qu'on m'a retrouvé dans cette immensité. C'est quand même fou, hein, comme quoi les choses sont très bien faites, parce qu'on peut vous retrouver sans aucun problème. Donc j'ai été dans un premier temps remorqué par un bateau, le Wolfhound, qui est un voilier américain,
Et ils m'ont remorqué, je crois qu'ils ils me trouvent le soir ou à la tombée de la nuit. Et là commence un remorquage de 10 heures. Donc imaginez-vous, moi je ne veux pas quitter mon bateau. Parce qu'ils me demandent de venir à leur bord. Mais moi je dis non, non, je reste à bord de mon bateau. Je suis le petit capitaine, donc non, je reste à bord. Mais quand vous êtes remorqué dans une mer formée, le bateau, c'est une machine à laver. Vous êtes dans une machine à laver. Il n'y a pas un endroit de mon corps qui n'avait pas de bleu. J'avais des bleus partout. Le bruit des cordages était vraiment impressionnant. Et puis, la puissance du remorquage et des vagues arrache les taquets les uns après les autres. Donc, à chaque fois, je suis obligé de sortir de mon bateau, de reprendre la ligne de vie qui me raccroche à leur voilier pour pouvoir trouver un autre point d'ancrage. Il y a un taquet qui est au-dessus de mon toit qui est arraché. Donc à 2 heures du matin, je suis en train de ramper sur le toit avec les vagues, la puissance du vent, de la mer, et je suis en train de réparer mon toit parce que si l'eau rentre à l'intérieur, le bateau est coulé. Donc ouais, c'est une aventure avec un grand A, mais j'ai vécu ça à 200% et j'en récupère tellement de victoires pour moi, tellement de bonnes choses qu'elles m'aident toujours aujourd'hui dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc c'est vraiment une aventure incroyable. Donc ce bateau m'abandonne à 9 heures du matin parce que comme je suis un poids mort pour lui, il a il aura pas assez de fuel pour lui rentrer sur le port de Mindelo. Donc là, bien sûr, le capitaine me dit, bon, maintenant, vous allez monter à bord et on vous ramène à terre. Bon, je suis têtu, hein. J'ai dit non, je suis désolé, avec mon anglais de français, mais il me comprend très bien. Je lui explique que pour moi, c'est l'aventure de ma vie, que ce bateau compte énormément pour moi. J'ai investi beaucoup de temps, d'argent, et que pour moi, il faut que je le ramène à terre. Donc il comprend, et puis il s'en va. Et puis, quelques heures plus tard, je crois 5 ou 6 heures plus tard, les gardes-côtes du Cap-Vert me retrouvent. Parce qu'en fait, l'Américain me ramène dans les eaux territoriales, parce que moi j'étais déjà en dehors, j'avais nagé 250 km. Donc j'étais content parce que c'était quand même ma plus grande distance que j'avais réalisée en mer, tout seul. Et donc les gardes-côtes me retrouvent et là on essaye d'amarrer mon bateau à leur grosse navette militaire avec des gros moteurs, mais on n'y arrive pas. Les Capverdiens sont un peuple incroyable, généreux, gentil, mais ils n'ont pas les infrastructures pour pouvoir faire ce type de sauvetage. Et ils m'envoient un boot qui est plus vieux que mes 2 grands-mères réunies et elles sont toutes les 2 décédées. Donc, et je dois m'arranger avec ça pour pouvoir accrocher tout ce que je peux sur le bateau. Bien sûr, on casse beaucoup d'éléments du bateau. L'éolienne tombe, elle est arrachée, elle tombe dans la mer. On arrache d'autres taquets. Enfin, on n'arrive pas à le remorquer. C'est impossible. Il va trop vite et il comprend pas que slowly, il faut vraiment y aller doucement. Parce que sinon, on va le couler, quoi. Et le moment le plus fort de ce sauvetage, c'est le capitaine qui s'aperçoit vraiment qu'effectivement, on ne pourra pas le remorquer et qui me donne symboliquement le boot qui raccroche mon bateau à la navette militaire. Et il me le donne pour que je puisse moi-même le lâcher. Et c'est vrai que c'est un moment super fort parce que je suis obligé de l'abandonner. Je suis obligé de lâcher ce boot et puis de le voir s'éloigner. Alors je suis comme celui qui regarde son bateau jusqu'au bout parce que ouais, je suis obligé de lui dire au revoir, quoi. Moi je vais être sauvé mais pas lui. Et ça c'est vraiment une situation qui m'a profondément marqué, ouais. Mmh.
Mais il est arrivé de l'autre côté, peut-être? Ouais, complètement. Alors l'aventure ne s'arrête pas là parce que effectivement, moi, je suis ramené à terre. Je suis escorté par la police militaire pour aller jusqu'à l'hôpital pour mon bras. Et j'essaye encore de trouver le moyen de pouvoir aller le récupérer, ou tout du moins de récupérer toute la partie matérielle, parce que dans mon idée, j'ai qu'un seul objectif. Je vais en reconstruire un et je vais repartir. Et, euh, et mon bateau, on arrive à le suivre parce qu'il y a ce qu'on appelle un AIS à bord. C'est un peu comme un système d'identification, à la fois pour qu'il soit vu des autres bateaux, et moi, j'ai laissé le courant à bord. C'est-à-dire que les panneaux solaires vont alimenter, j'ai en haut d'un mât un phare qui s'allume automatiquement toutes les nuits pour que mon Mhm. bateau ne soit pas un danger pour les autres. Parce que un navigateur du Vendée Globe qui fonce avec son bateau, moi, je suis un poids mort dans l'eau et puis je peux lui, euh, je peux lui fracasser son aventure alors que c'est pas mon souhait. Donc mon objectif, c'est vraiment qu'il soit identifié, identifiable et repérable. Et donc on suit comme ça la trace, et puis il est au milieu de l'océan, il est au milieu de l'océan Atlantique, et là on perd le signal pendant quelques jours, je crois une douzaine de jours, on n'arrive pas à le voir. Et, et au final, je suis au Luxembourg à cette époque, j'ai ma femme qui m'appelle et qui me dit j'ai le cross de la Martinique et des Antilles qui viennent de me contacter sur Facebook. Ils viennent de m'envoyer des photos parce qu'un avion a fait des photos de ton bateau, de ton radeau, en vue aérienne. Et ils veulent savoir si tu es à bord, s'il y a quelqu'un à sauver, etc. Donc c'est comme ça que je suis en lien avec les gardes-côtes de la région, puis le Brésil, puisqu'il est à 300 000 à 300 nautiques des côtes. Donc ça correspond à peu près à 160 kilomètres de la côte du Brésil, au nord du Brésil. Et je me dis, c'est incroyable, il a traversé tout seul l'océan Atlantique. Et finalement, il arrive du côté de Belém. Et donc, moi, ensuite, on est allé le récupérer, parce que c'est un pêcheur à la base qui trouve mon bateau. Et ensuite, il est ramené dans le port. Et voilà, il a traversé l'Atlantique. C'est une Ah chose ouais. vraiment incroyable. Incroyable. Ouais, 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 ouais. Et il est toujours là-bas alors? Alors, il est toujours là-bas parce que je l'ai donné à une école. Puisqu'aujourd'hui, on l'a remorqué avec la police militaire du coin. On l'a remorqué euh, sur le site de Ponta da Sofia. C'est un site qui est incroyable où les tortues viennent pondre chaque année. Hmm. Et donc mon bateau aujourd'hui a été transformé, il est juste à côté, sur une plage, il est juste à côté d'une école, Eco Biblioteca, et je l'ai offert à cette école parce qu'on l'a transformé en cabane de lecture pour les enfants, parce que les enfants, moi avec ma compagne, on veut leur envoyer des livres sur la mer, sur la protection de l'océan en portugais bien sûr, et pour pouvoir faire vivre, pour que l'histoire continue. Et ce qui En est tout cas, c'est chouette, il y avait des tortues au départ, il y avait des tortues à l'arrivée. exactement. Et ce qui est chouette, c'est que les enfants, pour moi, ont une place tellement importante dans mon aventure que je me dis que bah voilà, il est allé de l'autre côté. Donc tous ces 800 prénoms d'enfants ont traversé eux l'Atlantique, sont arrivés de l'autre côté, et on veut faire des ponts entre la France et le Brésil pour pouvoir faire des échanges et que les enfants puissent voilà, communiquer ensemble pour que l'aventure continue, parce que c'est une aventure qui ne va pas s'arrêter là, ça c'est évident, Ouais. et Ni c'est ça là-bas, qui est ni fantastique. ici, d'ailleurs. Exactement, ouais, Parce tout que à fait. j'ai vu que tu avais un projet avec des personnes handicapées, c'est possible ça? Ou Ouais. j'ai lu de travers? Non, non, Non. tout à fait, non, tu as très bien lu, puisqu'on a, on a préparé ce qu'on appelle la tournée des lacs. Et la tournée des lacs va permettre d'être sur 3 sites incroyables, le lac du Bourget, le lac d'Annecy et le lac Léman, côté français, Thonon-les-Bains. Et en fait, moi j'ai eu un autre AVC depuis, puisque Hmm.
le 12 août, le jour du mariage de ma fille, je trouvais rien d'autre à faire mieux que d'avoir un deuxième AVC. Mais oui, c'est ça. Ça t'intéresse qu'on s'était contacté. Je dis non, c'est pas vrai, encore un. Et puis après, quand je te recontacte pour dire on enregistre, oui, bah, je viens de me faire opérer du cœur. Tu dis, mais je vais faire. Ok, ça va, rien ne l'arrête. Ouais, non, tout va bien, parce que c'est vrai que ce deuxième AVC, en fait, le premier m'a permis de me centrer sur cette aventure transatlantique. Mhm. Le deuxième me permet réellement finalement de prendre soin de moi, puisque on a découvert le problème Ah. d'une malformation cardiaque, et donc Hmm. on m'a mis une prothèse qui referme les parois, qui était un véritable ascenseur pour les caillots et qui allait boucher mes artères dans mon cerveau. Donc, Hmm. j'ai 52 ans, donc je fais beaucoup de sport, je fume pas, je bois très peu d'alcool. Donc je me disais, mince, quand même, le terrain est Ouais, t'avais vraiment plutôt pas bon. le profil type, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, Exactement, c'était étonnant. le profil est plutôt bon, donc voilà, faut pas chercher le pourquoi, il faut plutôt travailler sur comment on va faire pour que ça fonctionne. Donc Mhm. depuis mon opération, ouais, j'ai réalisé plusieurs heures de nage consécutive euh, pour le Téléthon. Et puis là, avec ma compagne, on a vraiment mis en place, parce que ma femme, en fait, elle est maintenant la présidente de l'association Ocean Earth. Et notre association, aujourd'hui, avec ce deuxième AVC, on essaye de vraiment faire le focus sur les personnes qui sont touchées par un AVC, que ce soit un enfant Mhm. ou un adulte, parce qu'il y a des enfants qui ont des AVC, malheureusement. Et, euh, et tout ce qu'on veut leur faire, tout ce qu'on veut faire, c'est leur offrir le champ des possibles. Parce que faut pas traverser un océan Atlantique pour s'en remettre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai cette faculté-là de pouvoir me remettre vite en selle parce que je suis comme ça. C'est un peu ça fait partie de mon ADN. Et moi, je me dis que si je peux montrer à des personnes qui ont été touchées par un AVC que ouais, c'est possible. Toi aussi, tu peux bouger, tu peux y arriver. Alors, suivant les handicaps, bien sûr, parce que c'est propre à chacun et les handicaps sont différents. Mais là, on va faire une nage solidaire handi valide. Moi, je vais pouvoir tracter des enfants, des adultes dans un canoë, dans un site fabuleux pour pour leur mettre des belles images dans la tête et puis faire une conférence avec les personnels aussi des hôpitaux où j'étais. Le deuxième, c'était à Chambéry et ils sont super fans du projet parce que ils se disent, bah oui, moi je me souviens du neurologue qui m'avait reçu à Chambéry. Imaginez, c'est le 12 août où je fais mon AVC, ce jour du mariage de ma fille. Donc c'est le mariage civil. Donc je fais quand même le mariage civil et je vais aux urgences après. Parce que je savais que si je faisais l'inverse, ils m'auraient gardé. Donc, euh, donc je le fais dans ce sens-là. Et quand j'arrive et que je vois le neurologue qui me montre le scan, l'IRM, etc., il me dit, bon, l'AVC est encore plus profond que le premier, il est gros, il est balèze. Et je dis, Mhm. OK. Et je lui dis, faites tout ce que vous pouvez pour me remettre sur pied, mais je ne vais pas rester. Parce que 2 jours après, c'était le mariage laïque. Et moi, j'ai qu'une fille. Donc, il était hors de Mhm. question que je ne l'accompagnais pas sur cette estrade qui faisait pourtant que 10 mètres, mais j'avais l'impression qu'elle faisait, c'était plus qu'un 10 kilomètres en pleine mer. Mais Mhm. j'ai réussi. Ma femme était à côté de moi pour m'accompagner. J'avais une béquille pour pouvoir aller sur cette estrade et j'ai réussi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de tout ça et vraiment pouvoir apporter ce champ des possibles à des gens qui peut-être n'ont pas cette vision ou un entourage qui est propice, parce que c'est pas facile non plus pour l'entourage. Je pense à Mhm. des parents qui ont un enfant qui a été touché par un AVC. C'est pas toujours évident. Il faut penser aussi à eux. Et donc, on va réunir les ex-patients, les familles, pour passer un moment super sympa sur un lac où on va barboter et puis Mhm. où on va pouvoir justement avoir une conférence sur bah, ce mindset, cette façon de se dépasser, de dire que bah voilà, si moi je peux pas courir un marathon demain, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même aller marcher, je peux faire des activités parce que bouger, c'est vraiment essentiel. Et surtout quand on a un AVC,
Moi, sur le deuxième, je n'ai pas attendu de rentrer en rééducation. J'ai commencé ma rééducation tout seul. Tous les jours, j'allais marcher. J'étais avec ma béquille, hein, mais j'allais marcher tous les jours parce que c'est ma façon de fonctionner. Et je veux vraiment pouvoir donner de l'espoir, en fait, à des gens peut-être qui n'en ont plus, ou peut-être qui se disent bon, c'est bien pour les autres, mais moi, j'y arriverai pas. Et vraiment pouvoir leur donner cette énergie, essayer de leur insuffler cette envie, parce que la vie, elle est belle finalement. Moi, j'ai 2 AVC, j'ai été opéré du cœur, mais ben, voilà, la vie, elle est belle. La vie continue et il y a plein de choses à faire encore. Je suis sûr que j'aurai plein d'autres projets et je vais essayer de partager ça avec des personnes qui sont soit en mobilité réduite ou soit juste entre leurs 2 oreilles, ils ont plus l'espoir, l'envie, leur donner des choses positives. C'est ce qu'on veut faire avec l'association, c'est vraiment pouvoir leur apporter ça. Et c'est hyper important parce que tu as d'ailleurs un très très chouette parrain pour l'association, en Philippe Croison. Oui, Philippe Croison était le parrain sur ma première aventure. Oui, c'est ça. Sur la traversée de l'Atlantique. Pour ceux qui ne connaissent pas le formidable Philippe Croison, je vous fais les présentations. Philippe était ouvrier et avait une vie ordinaire quand, à 25 ans, il touche une ligne électrique de 200 000 volts pendant qu'il enlève l'antenne du toit de sa maison. Miraculeusement, il survit mais perd ses bras et ses jambes. À l'hôpital, il voit à la télé une émission sur une nageuse qui vient de traverser la Manche. La graine est semée, il faudra des années pour qu'il réalise cet exploit à son tour avec des prothèses spécialement conçues pour cette aventure, mais il le fera et ne s'arrêtera pas là, voulant montrer à ceux qui souffrent qu'il faut toujours se battre, que oui, c'est possible. Bref, Philippe et Fabien étaient faits pour se comprendre. Il est bien inspirant aussi, ouais. Oui, c'est quelqu'un qui forcément, de son parcours et de ce qu'il a vécu, c'est parce que là, on parle de réduction. Pour le coup, c'était effectivement difficile pour lui, mais il lui a fallu un déclic. Et ce déclic, c'était une jeune Anglaise qui traversait la Manche. Et il a dit à sa famille après, je vais traverser la Manche moi aussi. Donc, Mais ton histoire m'a fait penser à lui en fait, parce que je crois que lui aussi, il avait vu ça l'avait épaté, mais voilà. Et après, quand tu te prends une énorme claque, tu te dis, mais oui, mais ça va être moi en fait. Oui. Il y a eu le même, il y avait une similitude qui m'avait sauté au visage quand tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Il faut en fait que les gens se rendent compte que c'est pour eux aussi. Ils peuvent le faire. Mais oui, voilà. Ils peuvent le C'est faire. ce que je dis à chaque début de podcast à écouter. Je dis toujours, si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Il faut rien de spécial sauf une détermination, une Exactement. envie. Et je dis parfois, tout le monde n'a pas eu la chance de risquer de mourir. Tout le monde n'a pas failli mourir, c'est dommage. Parce que, je veux dire, ça remet les idées en place sur ce qui est vraiment important, ce qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on voit que les rêves, être un rêveur, finalement, c'est parfois presque une insulte dans ce monde très matérialiste, etc. Mais c'est absolument fondamental. C'est ça qui donne du sens à la vie. Et j'aimais bien... zut, à chaque fois, moi les noms, je sais pas. L'académicien qui est dans le film Les rêves ne meurent jamais de Sébastien Blémont, qui parle justement de plein de rêveurs sachant rêver et en réaliser leurs rêves pour nous encourager à vivre les nôtres, qui disait on ne sait pas allonger la vie, mais on sait mettre plus de vie dans la vie. Bien sûr. Au lieu de vivre toutes ces journées de manière un peu standardisée ou à courir derrière des choses qui ne sont pas nos rêves, mais pas celui du patron ou quoi, il y a moyen de mettre plus de vie dans la vie quand on vit ses aventures, quand on essaie de donner du corps à ses rêves. Et même si on ne réalise pas tout à fait l'objectif qu'on avait en tête, mais si on a pu profiter du parcours, on est déjà devenu cette autre personne. On a déjà quelque part réalisé ce rêve. On le voit bien chez toi, tes yeux brillent toujours autant, comme si, voilà, c'est ton bateau qui est arrivé. T'en es aussi heureux que si tu l'avais fait toi-même, on dirait. Donc, et nager, tu vas le nager ton océan parce que tu continues à nager. Donc, au fur et à mesure de tes aventures, tu l'auras traversé ton Atlantique. Ouais. C'est un peu le slogan que j'utilise beaucoup. On a tous un océan à traverser, quel que soit. Chaque personne a ses rêves, a ses envies, ses besoins ou ses problématiques. Mais finalement, tout est possible. On peut y arriver. C'est la détermination, la volonté vous permettront de réaliser ce que vous voulez en fait. C'est moi à partir du moment où j'ai décidé que j'allais partir pour l'Atlantique, rien ni personne ne m'a
sorti de mon cap. C'était ce que j'allais faire et c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai été arrêté en cours de route, mais l'aventure continue. L'aventure ne s'arrête pas là et c'est ça qui est fantastique. Et tu Et je pars. pense aussi à tous ces sportifs de haut niveau qui, quelque part, ont dû abandonner une carrière ou n'avaient jamais réussi à être le meilleur dans leur truc, etc. Mais en fait, en changeant de carrière, ils ont kiffé 10 fois plus. Parce que justement, comme le circuit imposé n'amenait nulle part, quelque part pour eux, ils ont suivi leur propre circuit parce qu'ils n'avaient plus le choix. Et Ouais, quelque part, c'est peut-être le malheur du deuxième ou du troisième, que ça marche suffisamment bien. S'ils arrivent au podium qu'ils veulent, tant mieux. Mais hein, je veux dire, par exemple, Steven Le Yarrick qui est passé ici, qui a énormément de followers, enfin voilà, il fait du gravel, etc. Et il fait des aventures extraordinaires. Mais si ça avait bien marché pour lui dans sa discipline, il aurait sans doute jamais fait tout ça. hein, Et je crois que sa vie aurait été moins riche pour lui aussi, tu vois. Donc je crois que certainement. parfois, il faut pas avoir peur de ne pas arriver au podium. Parce que le podium, c'est pas tout. Et au contraire, ça va peut-être te forcer à être, comme disait Oscar Wilde, hein, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ouais, Et c'est quand même complètement. là où la vraie aventure commence, c'est quand on est soi-même, hein. Ah, exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai une autre citation qui me vient en tête que j'aime beaucoup, qui est d'Aristote, où il dit il y a trois catégories d'hommes, et les vivants, les morts, et ceux qui sont en mer. Et c'est vrai que tous ceux qui sont marins, qui ont fait des aventures, que ce soit des régates à la voile, ou là on parle beaucoup du vent des globes, c'est vrai on est des rêveurs. On est des rêveurs Mm. parce que on se dit, mais non, oui, je dois, je dois aller de l'autre côté. Ça paraît tellement utopique. Mais non, je vais le faire. Je vais y arriver. Mm. Et c'est une catégorie, je pense, de personnes qui ne s'empêcheront jamais de rêver. Parce que je peux avoir 10, 15, 20 ans de plus. Je pense que je rêverai toujours comme je le fais aujourd'hui ou comme je l'ai fait même J'ai cru que tu quand allais me j'étais dire enfant. 10, 15, 20 AVC de plus. Je me dis non, Non, quand non, même. non, non, ça c'est fini. C'est bon, c'est bon. Deux, c'est déjà très bien. En C'est plus, déjà très très bien. le premier, Ouais. il m'a paralysé le côté droit, le deuxième, le côté gauche. Donc, Ah comme oui, bon, ça, comme ça, voilà, t'es à l'équilibre là. on est à J'ai pas l'équilibre. trop à côté, c'est bon. Arrêtez. Personne n'a été oublié, il n'y a pas de jaloux, donc tout va bien. Super. Mais si je voulais pas, je parle toujours de l'erreur, l'échec qui a le plus appris et le succès dont t'es le plus fier. Donc l'échec, je crois on a fait parler que de ça. L'échec, ça n'est jamais un échec que quand on reste à un état mental en se disant oh mon Dieu, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais Euh, fixé. Mais t'as atteint un objectif, donc il y a pas de souci. Donc je crois que cette question-là, on peut la passer parce qu'on a fait que parler de ça et du fait que voilà, c'était un sacré succès cet échec. Mais donc le succès dont tu es le plus fier bah, dans toute cette aventure. le succès dont je suis le plus fier, c'est d'être parti. C'est d'avoir pris le départ. Parce que finalement, toute cette préparation arrive à un moment donné où tu es dans les starting blocks et ah, ça y est, c'est le départ. Et c'est vrai que quand je me suis lancé et que j'ai vu la côte disparaître au fil du temps, je me suis dit, ça y est, c'est parti. C'est mon Hmm. aventure. Avant, c'était un projet et c'est devenu une aventure parce que ça y est, tu t'es parti. On est parti de plan d'un bateau à une construction qui te permet de pouvoir réaliser ton rêve. Donc c'est vrai que c'était difficile de prendre le départ. Il a fallu faire des sacrifices, il a fallu passer du temps à s'entraîner, comme on l'a expliqué. C'est réunir des partenaires, c'était extrêmement compliqué. Mais Donc, c'est vrai que c'est le point de départ, c'est terrible, hein. Avril le disait très bien, hein, que c'est le plus dur, c'est pas d'arriver, mais c'est de c'est de partir. partir, hein. On en reparlait avec Rémi Camus, que tu connaissais bien, Ouais, qui disait sa première aventure en Australie, quelque part, bien sûr, il s'y préparait, bien sûr, il a pris l'avion, mais ça restait abstrait. Il dit, mais quand j'ai mis mon pied sur la route en me disant, oh là là, maintenant ça va être parti, il dit, ouais, il a bloqué sur place hein, pendant tout un temps, il le raconte très bien ouais, dans l'épisode. ouais, C'est très très dur. Quand on est parti, c'était beaucoup moins, c'était que vous, c'était juste 4 mois avec les filles. Mais tu les retires de l'école, tu quittes ton boulot, tu fais des parenthèses partout. ouais. Et tout ça, bon, tu prépares, tu rêves ton projet, c'est chouette. Et puis après, juste avant de partir, mais j'ai pas dormi hein, la dernière semaine en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer? Puis tu arrives sur place, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème, quoi. Je suppose que pour Ouais. toi aussi, dès que tu as été en mer, c'était fini. Tout va bien, quoi. Oui, en fait, on s'est préparé à ça.
Et là, je dirais que tu es parti, tu n'as plus qu'à kiffer ton aventure. Tu as préparé tout ce qui pourrait t'arriver éventuellement. Donc, moi, j'étais serein, en fait. J'étais pas, et j'étais tellement content de partir. Pour moi, c'était une victoire incroyable parce que je me revoyais dans mon lit d'hôpital et paralysé. Et je savais que là, c'était la conclusion. C'est ce que j'avais décidé 5 ans auparavant. Plein de gens auraient pu abandonner, lâcher, parce que voilà, ça prend trop de temps, je trouve pas les partenaires, etc. Ouais, c'est ça. On peut se trouver des excuses. On s'en trouve d'ailleurs tous les jours Bien sûr. des excuses. Mais là, je suis allé au bout. Je suis allé au bout de mon rêve. J'ai décidé que j'allais partir. Je suis parti. Et c'est vrai que je pense que au moment de partir, ou quand j'étais dans l'eau, si on avait eu une caméra à ce moment-là, parce que Stade 2 me filmait depuis un bateau, je pense que si on avait pu me voir sous l'eau, on aurait vu un rictus où je devais être comme un gamin, quoi. Comme, ça y est, c'est parti, quoi. C'est Noël. Ouais, c'est Noël. Donc, moi, c'était Noël avant l'heure, parce que je suis parti le 20 décembre. Et j'ai été sauvé le 25 décembre, le jour de Noël. Ah, voilà. Donc, c'est vrai que c'était particulier, mais toutes les personnes qui peuvent nous écouter, mais punaise, si je peux vous donner un conseil, parce que vous avez quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez réaliser depuis même votre plus tendre enfance, et puis après, on se met dans des schémas de non, s'il y a le travail, il y a la famille, on a toujours des excuses. Et moi, c'est l'AVC qui m'a permis parce que j'avais rangé ça dans un tiroir. Moi, j'avais vu l'arrivée de Delage. J'étais à l'armée à l'époque. Et moi, j'étais nageur déjà à l'époque. Et j'étais là, je voyais cet homme. Je n'avais pas entendu parler de lui. Je vois cet homme qui arrive sur la Barbade. Ouais, il a traversé l'Atlantique à la nage. Wow, et moi, je me suis dit, c'est incroyable. Mais tout de suite, je me suis dit, je vais faire ça moi aussi. Tout de suite. Ça a été vraiment ancré en moi. Et puis après, j'ai mis ça dans un tiroir. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas ouvert le tiroir, c'est la commode qui a explosé. Et J'aime bien l'image. c'est bon, hein. C'est bon, faut y aller parce que sinon, si j'y vais pas là, j'irai jamais. Ouais. J'irai jamais. Oui, c'est ça que parfois les accidents de la vie, je te dis, hein, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir failli mourir. Mais parce que vraiment, souvent, il y a un proche qui meurt ou qui tombe malade, ou soi-même, ou quelque part, il y a une conscience de la finitude, hein, pour utiliser des grands mots, mais Ouais. ça met en route pour ce qui en vaut vraiment la peine. Donc, je sais pas, il y a des exercices d'ailleurs qu'on demande à faire justement pour essayer d'oser en disant, bon, ben, ok, si tu dois crever dans un accident de voiture dans un an, ou ça aurait été quoi ta vie? Et puis là, tu dis, ah oui, non, mais ça, j'avais prévu de faire quand même. Ouais. Mais le temps passe, et si on n'a pas ces bons wake-up calls, comme on dit, hein, donc Mm. ces rappels à l'ordre magistraux, on se laisse emporter, on Mm. reporte, et ça se fait pas. Donc, Mm. c'est ça la grande leçon. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une claque, mais on peut en faire quelque chose, bon sang. Donc ici, Bien vive sûr. les commodes qui explosent. Je crois que je vais la retenir, cette image, j'adore. Ouais. Ça a été quoi les ingrédients pour réaliser ton rêve? Le mindset qui t'a le plus aidé, hein? Ouais, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est de n'avoir aucune limite. En fait, souvent, malheureusement, on se met nos propres barrières. Et finalement, on arrive à être bloqué, puis on se dit, ah ouais, mince, ça va être difficile. Moi, j'avais aucune limite, aucune barrière. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis aussi de durer dans le temps, parce que partir 5 ans après son accident, euh, ça m'a demandé de la volonté, mais pas tant que ça, parce que finalement, le chemin que j'avais prévu, euh, justement d'avoir nos limites, c'était de me dire, mais non, mais mon champ des possibles, il est devant moi, j'ai un boulevard en fait. Je suis sur une autoroute, mais j'ai pas de péage. Je m'arrête pas. Je continue, je trace, parce que je l'ai défini comme ça. Je l'ai Mhm. défini. Alors, je ne savais pas à ce moment-là quand je pourrais partir précisément, parce que là, on partait d'une page blanche. Il fallait tout écrire. Il fallait construire le bateau. Il fallait trouver un architecte naval qui allait... parce que je voulais faire ça vraiment dans un bonnet due forme.
Sinon, je serais parti avec une planche de surf, moi. Donc, il fallait vraiment... Voilà, il y a un slip de bain fluo pour qu'on te retrouve. Oui, voilà, c'est ça. Jaune fluo ou orange, mais il fallait tout définir, il fallait tout écrire. Et puis après, se dire, ben voilà, je commence à appuyer sur la pédale d'accélération et puis je m'arrête jamais. Je mets pas le frein. Je ne vais pas m'arrêter. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de toujours voir devant et pas regarder derrière. Parce que souvent, on peut dire, oui, je regarde pour apprendre de mes erreurs, etc. Mais moi, j'étais dans un domaine bien particulier où j'avais une aventure à mettre en place et il fallait que je puisse toujours voir devant moi. C'était vraiment primordial parce que ça me permettait d'aller chercher. Je prenais des portes, des partenaires me disaient non, c'est pas grave, je continue. Et ça, c'est hyper important dans son schéma parce que souvent, on se dit, oh là, j'ai frappé à 10 portes, j'en ai pris 9,9 dans la tronche, ils m'ont dit non, et ça veut dire que mon projet ne doit pas intéresser. Et moi, j'étais convaincu de mon projet. Alors, c'est hyper important de croire en soi et de croire en ce que l'on fait. Parce que c'est le mindset qui va permettre de cimenter les bases de la fondation, et après, vous pouvez construire dessus, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment avoir cette certitude, cette croyance. Parce que moi, quand je me présentais devant des partenaires futurs ou éventuels, je n'avais pas la voix qui zozotait, je ne cherchais pas mes mots, c'est bam, j'allais tac, 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 j'allais droit au but, c'est comme ça que je vais le faire, j'ai prévu ça, etc. pour qu'ils se rendent compte, ok, il est fou ce gars, mais quand même... Il est déterminé. Il est déterminé, on ne peut pas lui enlever ça, il sait où il va, il sait comment il va le faire, et il sait avec qui il va le faire. Donc, il faut avoir ces éléments-là qui te permettent vraiment, et c'est quelque chose que moi je peux aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, quand je rencontre des entrepreneurs ou des entreprises, ou même des écoles, puisque je fais de la formation aussi, ça me permet de leur donner ces éléments-là qui vont leur permettre à eux, pour leur niveau et par rapport à ce qu'ils veulent faire, de se dire, mais voilà, j'y vais, je fonce. Et puis, rien ne va m'arrêter. Ouais. Nike avait pris son slogan. Là, je ne veux pas faire de la pub pour eux, mais le Just Do It, c'est un truc qui est connu. C'est un des grands coachs aussi. Mon Dieu, c'est quoi le... évidemment, je vais pas retomber. Les noms, je suis une crasse terrible, pour être poli, qui disait aussi le Just Do It, Just Do It. Ouais. C'est tout très très simple. C'est comme la respiration, c'est très simple. Ouais. Réussir quelque chose, c'est très simple aussi. Fais-le tout simplement. On ne dit pas que ça va être facile, mais la vie, c'est pas facile. Donc, C'est ça. comme dirait l'autre, choisis tes problèmes. Choisis les Exactement. problèmes que tu veux résoudre, parce que tu en auras. Donc, autant que tu les choisisses plutôt qu'ils te soient Il y en imposés. aura plein. Et Voilà. moi, je me souviens, à la suite de mon premier AVC, quand j'annonce à ma famille, mes amis, que je vais traverser l'Atlantique à la nage, oui, Fabien, bien sûr. Et le seul qui m'a dit à ce moment-là, c'est mon père, qui est en phase terminale d'un cancer. Mon père est mon mentor. Il m'a tout enseigné, sauf à vivre sans lui. Parce justement, lui, il avait déjà eu un cancer par le passé. Et c'est vrai, cette question de mental, c'est incroyable. Je l'ai vu passer ce premier cancer, mais avec une volonté, une détermination, mais inébranlable. Et là, quand je lui dis, papa, je vais traverser l'Atlantique à la nage, il m'a juste dit, fais-le. Ah, il m'a pas dit autre chose. Il m'a dit, fais-le. Il décède 2 mois après mon AVC. Et parce que j'ai vu dans les yeux d'un père la fierté pour son fils de vouloir réaliser quelque chose pour lui. Moi, je voulais pas faire ça pour être connu ou être une superstar, je m'en fous. Mais je voulais faire ça pour moi et puis pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai vu aussi sa déception parce qu'il savait qu'il serait pas là à l'arrivée. Et ça, c'est un élément qui m'a permis tous les jours, quand je prenais des gamelles, quand je prenais des bâches, de me dire va au bout parce que voilà, c'est la dernière recommandation de ton père, il t'a dit fais-le, je vais le faire. Très touchant. Ouais. Waouh. La citation qui t'inspire, tu en as déjà parlé, sauf si tu en as une autre que tu avais Oui, j'en ai plein. Partager. Ouais, vas-y, balance. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est vrai.
Oui, ah oui, là, tu peux le dire. Ça, on peut pas dire. Et puis, Elle pourrait être de toi. et Nelson Mandela, avec sa vie incroyable, a dit quelque chose qui reste une vérité pour tous. Quand il a dit soit je gagne, soit j'apprends, mais jamais Mm. je perds. Et c'est vrai que quand on a cette philosophie de se dire, bah oui, finalement, il n'y a pas d'échec. En fait, le mot échec fait peur à beaucoup de gens. Alors que finalement, il faut voir plutôt que c'est des étapes. Je n'ai pas réussi là, mais c'est pas grave. Je vais me reconditionner, me mettre en marche, et puis je vais passer les étapes. C'est l'escalier de la progression. Et c'est vrai, Mm. soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Mais jamais je perds. Cette traversée, est-ce qu'elle te court, elle te trotte encore en tête? Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas te relancer dans cette aventure-là? Bah, pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai laissé quelque chose de moi qui flotte là-bas. Il faut que j'aille le récupérer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce deuxième AVC, ça a rebattu un peu les cartes, parce que c'était vraiment... mon objectif était de repartir presque tout de suite, mais c'est pas possible. Vous imaginez, la première fois, j'ai mis 5 ans, donc si je devais attendre encore 5 ans, Mm. j'en ai 52, je vais m'approcher de la soixantaine, bon, ça commence à tirer quand même. Mais quelque part, c'est un message un peu aussi d'espoir, de se dire que voilà, ce n'est pas complètement terminé. Mhm. Soit j'y retourne d'une autre manière. Mais quel que Ouais. soit le chemin que je vais entreprendre, je vais traverser l'océan ou traverser des lacs. Mais ça, c'est un beau message aussi. Donc, parce que je pense que parfois aussi, on a cette peur de perdre la face. Hein, parce que toi, tu avais des médias qui t'ont suivi à l'aller, etc. Tu me disais en off, leur retour en France n'a pas été si facile que ça, quoi. T'as maintenant, avec le recul, tu as tiré les leçons. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire pour encourager les gens en se disant, voilà, même si tu as l'impression de perdre la face, même si quelque part tu rentres dans tes petits souliers face aux gens, pour affronter leur regard quand oui, ça n'a pas mené. Parce Euh, qu'il y a ce moment-là qui est dur. La leçon après est magnifique, mais ce moment-là, comment est-ce que tu en es ben, je pense que si vous faites les choses pour vous, Mhm. il n'y aura aucun problème. Si vous faites les choses pour être connu, si j'avais fait les choses, on prend le chemin inverse, bah oui, moi je vais être vraiment, je veux que mon nom soit placardé partout, que ma tête soit sur les boîtes de céréales le matin pour les gamins. Enfin, si on fait les choses pour ça, forcément la déception et quand la chute elle arrive, elle est vraiment très importante. Si vous faites les choses pour vous, ce sera différent. C'est vrai que moi, jusqu'au Pas moment du... nécessairement facile, Mais mais pas facile, parce ouais. que il faut se dire que ouais, c'est parce que c'est violent hein, quand même. Hein. C'est quand vous avez tous, on vous a, je dirais, propulsé médiatiquement. On est là, vous êtes sur le départ, et puis après, pouf, il n'y a plus rien. Le soufflet qui Euh, retombe. Ouais. c'est le soufflet qui retombe. C'est difficile. Euh, pour l'équipe de Stade 2, ça fait partie de. Je vais vous confier quelque chose de personnel parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. Quand j'étais plus jeune, je regardais Stade 2 avec mon père, parce qu'on est tous les deux des fans de sport. Et il y avait une rubrique qui s'appelle À part ça. Et je disais un jour à mon père, eh papa, un jour je vais être à part ça. Oh, c'est un tout petit truc qui ne dure pas longtemps. Et puis, mon aventure a fait que voilà, j'ai un journaliste qui me contacte sur LinkedIn qui me dit est-ce que je pourrais vous appeler parce que j'ai su que vous vous préparer pour traverser l'Atlantique. J'ai dit, bah oui, donc on a une discussion et je lui raconte ça. Il me dit, non, mais attendez, là, vous n'allez pas être à part ça, hein, vous allez être dans le grand format, c'est 7 ou 8 minutes et on va faire un gros truc parce que c'est hyper important. Et un gars génial qui est venu au Cap-Vert avec son collaborateur et on a pris le temps de faire les images, de filmer, tout ça, etc. Et puis moi, à l'issue de mon aventure, avorté, je lui envoie un message, je lui dis, bah voilà, je tiens à t'annoncer que je suis rentré,
Voilà ce qui m'est arrivé, etc. Comme j'ai pu t'en parler. Et lui, il contacte donc le rédacteur en chef. Et le rédacteur en chef dit, on diffuse pas. Tout le truc était fait. Hein. Et là, c'était quelque chose d'hyper violent pour moi, parce que c'était quelque chose c'était pas le fait de passer à la télé, c'était le fait que c'était quelque chose d'hyper personnel que j'avais vécu avec mon père, et c'était quelque chose où je me suis dit, punaise, c'est une belle image, que finalement, de là où il sera, il verra son fils, ou ses palmes d'ailleurs, à la télé, et ça, c'était... J'avais pas besoin de ça pour être célèbre, j'avais besoin de ça parce que c'était un lien qui était fort avec mon père. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Le rédacteur en chef a dit, l'aventure s'est arrêtée, il n'y a plus d'aventure, il n'y a rien à raconter. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait de la finalité ou du chemin. Beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportives ont des chemins tellement beaucoup plus intéressants que finalement le podium. Parce que c'est ça qu'il faut regarder, c'est d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. Et ça, c'est un enseignement pour tous, hein, mais qui est juste incroyable. Yes. Alors, on va parler de ton actualité du moment, tes projets futurs, mais d'abord, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Comme ça, non, je pense que tu en as posé plutôt beaucoup, très intéressant. J'ai adoré les enfants, parce que moi, ça, c'est toujours un élément qui me touche particulièrement. Et puis, c'est vrai qu'ils vont toujours droit au but. Moi, quand j'allais dans les écoles, c'est les enfants qui m'ont posé la question tout de suite des toilettes. Parce qu'ils m'ont dit, mais quand tu es au milieu de l'océan avec ton petit bateau, mais où est-ce que tu fais caca? Donc c'était marrant parce qu'eux, ils n'ont pas de filtre. Ils te disent comment ils voient les choses. Mais oui. Et cette âme d'enfant, il ne faut pas la perdre parce qu'elle elle est vraiment Non. primordiale, c'est essentiel. Bon, ça peut Mais, être des grands moments de solitude aussi, quand même. On a tous des questions d'enfants. Tu dis, chut, tais-toi. ouais, complètement. Mais quelque part, ils n'ont pas de filtre. Ils parlent avec leur cœur et ils ne sont pas formatés. Ils ne sont pas conditionnés parce que nous, après, on est adultes, on rentre dans une phase active de travail, etc. Donc, peut-être on est un peu Ah, mais formaté. parfois, mes filles ont vraiment des meilleures questions que moi. Hein. Donc, où j'ai pas pensé. J'ai dit, mais Ouais, enfin, c'est vrai, t'as raison, c'est super comme question. Allez, feu, ben, on y va, quoi. bien sûr. Ouais. Top. Eh bien, du coup, ton actualité du moment, tes projets futurs. Oui, alors moi, actuellement, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai créé ma société, parce qu'à la base, je l'avais déjà créée avant de partir pour le Cap-Vert, parce que l'idée, c'était ensuite de devenir un conférencier et de raconter mon histoire. Parce que dans beaucoup d'entreprises, les managers, hommes ou femmes, sont souvent conditionnés, on leur donne des objectifs. La réalisation, le succès, ça fait partie des mots qu'ils entendent à longueur de journée. Et quelque part, je me dis que mon aventure et mon vécu, ma perception des choses peut très certainement leur apporter des éléments, des leviers. Après, c'est à eux de les actionner. Moi, je suis là juste pour leur donner ces leviers-là. Mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'ai envie de voir ma seconde vie, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir apporter des solutions, parce que moi j'ai été manager toute ma vie. Quand j'ai eu mon premier AVC, j'étais acheteur à Bruxelles, après je suis devenu directeur commercial. Donc ça fait 7-8 ans que je suis sur la Belgique et le Luxembourg, parce que les frites sont bonnes et parce que le chocolat est excellent. On a Mais du si j'avais mal. su que tu étais si souvent par ici, on aurait fait en présentiel, mais je savais pas. Mais bon, c'est vraiment des éléments pour moi qui sont importants de pouvoir avoir cette transmission. Et aujourd'hui, donc, je représente des sociétés sur l'Europe, euh, dans le retail commercial, pour justement leur apporter toute mon expertise, mon expérience de ces presque 30 années de travail dans le commerce, dans la vente. Donc c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN, mais j'y suis aussi avec mon aventure. Je suis formateur dans des écoles
comme Moon Sport School, qui est une école de business qui va former les jeunes à devenir des futurs dirigeants de magasins de sport. Donc il y a vraiment un lien avec le sport. D'ailleurs, la première fois que je rencontre la directrice pour l'entretien, pour me présenter, etc., elle m'a donné le job à la fin de l'entretien parce que je lui ai raconté ce qu'on vient de se dire, en fait. Je lui ai raconté mon aventure avec l'Atlantique. Elle était estomaquée. Elle me disait, mais waouh, c'est incroyable. Et donc, c'est vrai que cette idée de transmission, elle fait partie de moi. J'ai envie vraiment de pouvoir... alors, pour moi, ça a fonctionné, mais je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde. Et c'est vrai que cette transmission de donner, parce que j'ai reçu beaucoup, de donner, pour moi, ça fait partie de ma vie d'aujourd'hui. Et donc, cette histoire la tournée des lacs, c'est Oui. quand? Alors, le premier lac, c'est le 10 mai. C'est le lac du Bourget. Donc, il sera très beau. Enfin, j'espère, mais il fera très beau. C'est des sites fabuleux. Donc, on a 3 dates de prévues donc, pour chacun des lacs. Le Bourget en premier, le lac d'Annecy en deuxième et le lac Léman sur la partie française en troisième. Donc, ça va vraiment être des moments incroyables qui vont être divisés en 3 temps. Le premier temps, ça va être justement où on réunit tout le monde. Donc, il y a à la fois du personnel médical, il y a des ex-patients qui sont sortis de l'hôpital, il y a leurs accompagnants, leurs parents ou les membres de leur famille. Nous, il y a toute une communauté de nageurs qui sont juste incroyables et qui désirent venir avec nous nager pour pouvoir encadrer sur l'eau. Et donc, on va parler justement de l'AVC parce que c'est un peu tabou. Souvent, ouais, j'ai fait un AVC. Moi, vous savez, c'est quoi mon slogan aujourd'hui? Moi, je dis, j'ai fait 2 AVC. Et alors? 3 petits points. Voilà, c'est tout. C'est pas une fin en soi. C'est la vie continue. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses que je vais faire. Et il faut pas s'arrêter là. Et c'est vraiment, dans ce premier temps, ce qu'on a envie d'insuffler aux personnes qui ont été touchées comme moi, de leur dire, mais tout est possible, allez-y, foncez. Et puis Mais c'est vrai que dans une société où on voit l'humain qui doit être beau, sportif, mince, etc., c'est comme des aveux de faiblesse, c'est-à-dire tiens, j'ai fait ceci, j'ai eu telle maladie, j'ai fait un burn-out, un cancer, un AVC, un ceci et cela. C'est terriblement stigmatisant. Or, il faut savoir que c'est en général les personnes qui vont être les plus intéressantes, parce que Mais justement, bien elles sûr. se sont pris la claque qui fait vraiment réfléchir à ce que c'est qu'être un être humain sur Terre aujourd'hui, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Quelqu'un, comme tu disais, qui a fait ce qu'on appelle un véritable burn-out, pour moi, c'est un athlète de haut niveau quand il revient au devant de la scène. Parce que ça demande un effort tellement considérable sur lui, de comment il va voir les choses, comment il va faire pour s'en sortir. Parce qu'il y a cette fatigue émotionnelle, cette fatigue physique. Il faut passer au-delà de tout ça. Donc, les gens qui mettent un genou à terre, mais qui ont la perspective de continuer à regarder vers le ciel en se disant « Non, mais je vais y arriver », bah, ceux-là, pour moi, sont les champions. Ah, ils ont plus de mérite et plus de mental que ceux qui n'ont jamais trébuché. Oui, c'est ça. Il y a des personnes, tout leur arrive tout cuit dans le bec toute leur vie. Pour ce genre de catégorie de personnes, tant mieux, parce que je pense qu'ils ont le mindset pour ça. Ouais. Mais pour ceux qui doivent travailler 2 fois ou 3 fois plus, ou qui doivent se relever d'épreuves, parce qu'on parle de maladie, on peut perdre un enfant, perdre un conjoint. Je veux dire, il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Et bien, il faut être capable de pouvoir les surmonter. Mais c'est possible pour tout le monde. Ouais, voilà, ça c'est the message du jour. Et si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur les réseaux, donc notamment sur LinkedIn, donc Fabien Leroux, sur Facebook également et Instagram. Mais on a aussi un site internet, donc là qui est en refonte avec notre webmaster parce qu'il était très formaté Atlantique. Donc là, on va le formater un peu plus pour la tournée des lacs. C'est un nouveau projet. C'est vraiment un nouveau projet. Donc le site internet, c'est Ocean Earth, donc océan-du-6, Earth pour le cœur, HEART.org. Donc là, il y a pas mal d'informations qu'on va donner sur le site, mais également sur les réseaux.
pour que les gens puissent suivre cette tournée des lacs, parce que pour nous, ça va être vraiment un moment génial. On est soutenu par une entreprise et par aussi une autre association qui justement milite pour tous les projets Andy et Valide. Donc c'est vraiment formidable. On a été soutenir notre projet la semaine dernière sur Paris et on a été lauréat. Donc on était heureux d'avoir parmi 3 finalistes qui ont aussi, dont nous, qui ont aussi eu une aide financière, parce que forcément, pour faire tout ça, il faut... parce que nous, c'est gratuit, on veut que personne ne paye, donc en tout cas, les patients et leurs familles, pour eux, c'est une ouverture, c'est une journée, je dirais, une super belle journée, ils n'ont rien à débourser, juste venir, prendre du plaisir avec nous, et puis repartir avec des belles images, et j'espère plein de paillettes dans les yeux. Il y a encore des places? On pourra s'inscrire jusqu'à la dernière minute? Oui, bien sûr, il y aura toujours des places pour que les personnes puissent venir soit partager un moment sur l'eau, c'est-à-dire nager avec nous, mais il y aura aussi des locations de kayak, de paddle, où les personnes qui se sentent moins à l'aise à barboter pourront également évoluer avec nous, mais dans une embarcation. Top. Donc non, ça va être un super moment, et on a hâte de pouvoir le faire, parce que c'est pas un second souffle, parce que la vie continue, mais c'est vrai que pour se relever d'une aventure comme celle que j'ai vécue, et de pouvoir là, qui était plutôt solitaire pour le coup, parce que là j'étais tout seul, là pouvoir vraiment partir avec plein de personnes autour de nous, des personnes touchées par l'AVC comme moi, je me dis que ça va être un super moment d'émotion, et puis on va recharger les batteries et on aura d'autres projets. Extra, donc ça vaut la peine de te suivre. Donc sur LinkedIn, c'est ta plateforme principale. Oui, tout à fait. Super. Eh ben, un énorme merci pour ton temps ce matin, Fabien. Merci beaucoup. Merci à Fabien pour cette discussion particulièrement inspirante. On a tous un océan à traverser, alors quel que soit le vôtre, j'espère que cet épisode vous a donné la patate, la banane, la frite ou la pêche suivant vos préférences. Je vous mets bien sûr les liens dans les notes pour pouvoir suivre Fabien et retrouver tous les événements de son asso Ocean Heart pour ceux que cela intéresse, et n'hésitez pas à envoyer cet épisode à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, c'est le but. Les podcasts, c'est toujours un peu comme des bouteilles envoyées à la mer dont on espère qu'elles atteindront les personnes qui avaient besoin d'entendre leur message. Et donc, pour que ces bouteilles arrivent à bon port, je sais que je peux compter sur vous et vos partages. Merci à vous. Vous pouvez les aider à arriver à bon port aussi en me mettant une évaluation positive sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide le podcast à être découvert par d'autres et donc aide également le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast, car ici les écoutes plantent des arbres. Dans le prochain épisode, on parlera océan. 2025 est l'année de la mer en France et c'est un grand bonheur de retrouver l'océanographe, ancien de l'équipe Cousteau et cofondateur de la très active association Longitude 181, François Sarano, que vous aimez beaucoup et vous avez ô combien raison. On parlera des océans, berceau du vivant, pour un voyage toujours émerveillé avec François au sein du vivant. Cet épisode vous est proposé dans le cadre de la semaine du Podcaston, ce grand événement où cette année plus de 1500 podcasteurs participent pour mettre en avant des associations et des initiatives positives pour vous les faire connaître et pourquoi pas agir avec eux. Merci à toi pour ton écoute, merci à mes partenaires AS Adventure et la banque CPH et à bientôt. Je rigolais quand tu parlais des questions pertinentes des enfants parce que mon mari, quand il était petit, une de ses plus belles sorties quand j'étais petite, bon évidemment lui il s'en souvient pas mais on nous l'a raconté, c'est quand même à peu de rire, il est allé se camper devant une très vieille personne et lui a demandé mais t'es très très vieux, pourquoi t'es pas encore mort? Donc toute vérité des enfants n'est pas bonne à répéter, hein. On est bien d'accord, c'est très drôle.